NATO airstrikes. They've been kicked out of their country as a result, and they think that the world has a moral obligation to help them because they, the Kosovar Albanians, signed up to the peace treaty at Rambouillet. They wanted peace, and now they are being punished by the Serbs for wanting peace. So they say the world really must do more to help them. And the trouble is, what the aid agencies who are here in force, what they need is access to these refugees as soon as they come across, right in that no man's land part of the border. And that's the kind of access they're not getting at the moment. Most of the refugees now are being forcibly expelled rather than fleeing for their lives, are they? That's right. That's the pattern that's emerging, Phil. I've spoken to dozens and dozens of these people today, and they all tell me really... Those who come across now have been on the move for days inside Kosovo. They're desperate, and it shows. Albania's capacity to absorb them is being stretched to the limit. Logistics is that we can't move people out of this area quick enough. So we haven't got the facilities to hold them here, but we haven't got the capacity to move them. So we are struggling. But this is a humanitarian crisis caused by political thuggery and savage militarism. The evidence is plain to see. What we've seen and heard on this side of the border is grim enough. Imagine then what it must be like inside Kosovo. Nothing less, it seems, than the planned, systematic destruction of a people. Every family here has a story to tell, seen its share of horror. Yes, we have seen. We have seen. I had to close the eyes of my children so they could not witness the execution. Are the Serbian paramilitary or the Serbian army, are they attacking civilians? Have you seen that? They are using everything in their arsenal to wipe out the whole area. From where we are, you can see Serb soldiers escorting yet more ethnic Albanians across the border. They will be tomorrow's exiles. George Alagaya, BBC News, on the Albania-Kosovo border. Is now dispossessed. The bad weather has also hampered the NATO campaign, but it's still targeting strategic Serbian sites with pinpoint accuracy. Other news now. In Britain, the Secretary of State for Scotland, Donald Dewar, has said the two men suspected of the Lockerbie bombing could be handed over within days. Police and prison officers have travelled to the Netherlands from Scotland and are waiting for the men's arrival. Camp Zeist in the Netherlands, soon to be the scene of the Lockerbie trial. But now, not everyone on guard duty is a Dutchman. Me, I'm no Dutchman. Good Scottish man here. Yes, I just don't have the kilt today. On their way. If you allow me, this is humanitarian disaster. And 9 years ago, 9 days ago, we had not humanitarian disaster in Kosovo. NATO strikes started. NATO started their strikes against Serbia with the explanation to prevent possible humanitarian disaster. What is the result? Straight away, because you and I both know, as a matter of fact, the humanitarian disaster did not start 9 days ago. The UNHCR, people like Emma Bonino, were saying only this week that the humanitarian disaster started last summer. Last summer, Albanians expelled Serbs from the 6 villages in Kosovo. And Serbs didn't expel Albanians from any one village. And please, if you allow me to participate this interview, allow me to tell the thing I want to tell. I would like to tell you, I am blaming some powerful people in NATO, in Western governments, for the producing the most possible disaster of Albanians, of Serbs. What's about right now millions of Serbians who are in shelters without water, without electricity, without food. They are close to be insane. They are not sleeping for 9 days and 9 nights. This is everything a result of NATO strikes, first of all. Somebody very powerful
promised in Rambouillet and Paris to Albanians, forced them to sign a foolish settlement with the explanation, please do that because Serbs will not do that, and after that we will bomb Serbs. Someone promised them also NATO forces would support Albanian terrorists as NATO ground forces in the name to punish Serbia for the rejecting that unacceptable, ultimatum political settlement offered to us in Rambouillet. And this is a real time to stop, to go further into ambushes of such people produced these terrible, unforgivable thoughts. They must stop instead to produce longer. I'm going to stop you there, but I do want you to stay with us because I want you to come back on one point. I want to keep this focused on the whole issue of potential charge. Quant au respect de l'accord de Rambouillet par les Serbes, question posée lors de ce point presse, l'exigence paraît reléguée assez loin dans les priorités des Alliés. Avec l'impasse diplomatique, les bombardements sur la Yougoslavie se poursuivent. Ce matin, à l'issue d'une nouvelle nuit de frappes aériennes, Belgrade a vécu au rythme des alertes. Au 7e jour des attaques de l'OTAN, la Croix-Rouge serbe a lancé un appel à l'aide humanitaire internationale. Ses responsables affirment que le nombre de morts et de blessés civils liés au bombardement ne cesse d'augmenter. Toujours selon la Croix-Rouge serbe, certaines frappes visant des objectifs militaires auraient également touché des écoles et des immeubles d'habitation. La nuit dernière, plusieurs avions de l'OTAN ont survolé Belgrade à basse altitude. Des explosions ont retenti autour de la capitale, notamment à Pančevo. Les Alliés qui ont également bombardé des cibles au Kosovo indiquent que tous les avions sont rentrés sans dommage à leur base. Ce matin, le procureur du tribunal pénal international est intervenu depuis La Haye pour mettre en garde les auteurs d'atrocités au Kosovo. Louis Arbor, qui est chargé d'enquêter sur les crimes de guerre en ex-Yougoslavie, n'a pas exclu de poursuivre un jour Slobodan Milosevic s'il est prouvé qu'il a commandité de tels actes. Louis Arbor a également demandé à l'OTAN de lui faire parvenir les preuves de l'existence de crimes de guerre commis récemment au Kosovo, preuve que l'organisation affirme détenir. Enfin, le procureur a annoncé l'inculpation d'Arkan, le chef de guerre serbe. Un mandat d'arrêt le concernant vient d'être transmis aux autorités yougoslaves. Louis Arbor a placé Belgrade devant ses responsabilités, demandant aux autorités l'arrestation immédiate du milicien. Arkan est accusé de s'être rendu coupable de nombreux crimes de guerre en Bosnie entre 1991 et 1995. Selon l'OTAN, il aurait repris du service au Kosovo ces derniers jours. Evgeny Primakov, le ministre russe des Affaires étrangères, est de retour à Moscou. Sa tentative de médiation entre les Occidentaux et Slobodan Milosevic, le président yougoslave, a échoué. Evgeny Primakov s'est montré résolu dans une interview télévisée en déclarant qu'il n'était absolument pas découragé par cet échec. En effet, après 6 heures de discussion avec le président yougoslave hier matin, Evgeny Primakov s'est fait l'émissaire des propositions de paix yougoslaves auprès du gouvernement allemand. C'est avec Gerhard Schröder, le chancelier allemand, que le ministre russe a discuté des propositions de paix du président yougoslave. Contenu principal de ces propositions, le retrait partiel des troupes serbes du Kosovo contre l'arrêt des frappes aériennes de l'OTAN. Or, les pays engagés dans l'opération Force déterminée réclament précisément l'inverse. L'Alliance Atlantique a donc décidé d'intensifier ses bombardements pour tenter de mettre un terme à la politique de purification ethnique menée au Kosovo par l'armée yougoslave. Aujourd'hui, le ministre allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, a proposé la tenue d'une conférence de paix internationale sur les Balkans. Nous allons travailler ensemble pour aboutir à une solution de paix dans les Balkans, mais à la condition suivante, refuser toute épuration ethnique qui ne peut pas exister dans l'Europe de demain. La conférence internationale se préoccuperait aussi des questions de minorités ethniques dans les Balkans. Après
présent l'évolution des marchés internationaux. Pour manifester contre l'insécurité dans les transports publics, nouvelle défaite des Diables Rouges, une 4e consécutive. La Belgique s'est inclinée 0-1 hier soir à Sclessin. Madame, Monsieur, bonsoir. Et tout d'abord, les développements de la crise au Kosovo. La Russie se dit prête à envoyer 7 navires de guerre vers la région du conflit yougoslave. De son côté, l'OTAN va intensifier ses bombardements, essentiellement pour faire face aux offensives des soldats serbes contre les réfugiés du Kosovo. Le point de la situation avec Philippe Roussel. Un quartier général de l'armée yougoslave et un dépôt de munitions. Après l'attaque de l'OTAN, il ne reste plus rien. Même les forces alliées sont incapables de dire s'il y avait ou non des hommes dans les bâtiments, et cela est vrai à chaque bombardement, sur chaque site, choisi par le général Wesley Clark. L'OTAN a donc décidé d'élargir le nombre de ses cibles militaires d'environ 20%, une extension qui n'engage pas encore la phase 3 de son opération Forces alliées, qui consiste à frapper des objectifs militaires sur l'ensemble de la Yougoslavie. Mais déjà, l'OTAN promet que Milosevic va déchanter. Nous savons qu'il va bientôt être à court de carburant. Nous commençons maintenant à l'atteindre, très fort au sol. Nous l'avons frappé dans ses installations de commandement et de contrôle. Et je crois qu'à la base de tout cela, il y a une semaine de dur travail. Vous verrez que sa détermination va commencer à se fissurer très vite. Je crois que nous avons obtenu beaucoup cette semaine. Au 8e jour de l'opération, l'OTAN va donc étendre son rayon d'action et accentuer le rythme de sa campagne aérienne si la météo le permet. Objectif, les chars serbes et les concentrations de troupes. De son côté, dans 2 jours, la Russie va envoyer 7 navires de sa flotte dans la mer Adriatique, zone du conflit. Un rapport de force direct avec l'OTAN, accusé selon le ministre russe des Affaires étrangères de préparer une offensive terrestre pour séparer le Kosovo de la Yougoslavie. Hier, le Premier ministre russe Primakov a tenté une première médiation avec le président yougoslave Milosevic. Un résultat insuffisant, estime l'OTAN. L'organisation atlantique attend un geste beaucoup plus fort du président yougoslave. Mais pour nombre d'observateurs, la Russie reste un interlocuteur privilégié pour aboutir à une solution du conflit. Anne-Catherine Krufer. Même Gerhard Schröder, le chancelier allemand, reconnaît que le compromis proposé par le Premier ministre russe, Evgeny Primakov, n'est pas une bonne base pour une solution politique. 7 heures de négociation entre les dirigeants russes et Slobodan Milosevic, soit 7 heures de paix, car peu après le départ de Primakov de Belgrade, l'OTAN a repris ses frappes aériennes. C'était l'échec, mais un échec constructif. Je pense que cet échec de la diplomatie russe a à la fois permis de rétablir la relation au sein du groupe de contact. La Russie qui s'était sentie écartée, marginalisée par la décision de l'OTAN d'agir et du coup réintégrée en quelque sorte dans le jeu diplomatique avec les Occidentaux. L'OTAN et Milosevic campent chacun sur leur position. La guerre en Yougoslavie devient de plus en plus un jeu psychologique et les nerfs lâchent parfois, comme hier soir à la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Une altercation a eu lieu entre députés à propos d'une mission d'anciens ministres russes à Belgrade la semaine dernière. L'issue ne peut être que politique. Tout le monde dit qu'au plan militaire, la pression de l'OTAN vise simplement à convaincre Milosevic. Milosevic lui-même, bon, il peut faire une répression, mais il ne peut pas gagner la guerre, en tout cas, contre l'OTAN. Donc très clairement, il va falloir revenir à la table de négociation. Mais le problème, bien entendu, c'est qu'il y aura beaucoup de dégâts et psychologiques, et matériels, et humains qui auront été commis entre-temps. Mais si l'on peut regretter l'échec de la médiation russe hier, plusieurs spécialistes estiment encore que la Russie reste la carte à jouer et qu'elle doit persévérer dans la négociation, une négociation où personne n'acceptera de perdre la face. L'Union européenne a décidé d'augmenter de 40 millions son aide financière aux réfugiés du Kosovo. Emma Bonino, commissaire européen chargé des questions humanitaires, est arrivée en Albanie. Elle a visité un camp de réfugiés dans la capitale albanaise. Madame Bonino veut surtout estimer l'ampleur du désastre avant de participer demain en Allemagne à la conférence sur l'aide humanitaire. Demain après-midi, en effet, l'Allemagne réunit à Bonn une première conférence pour coordonner les secours aux réfugiés du Kosovo. Les organisations humanitaires se mettent aussi à la disposition de ces réfugiés. Ainsi, MSF, qui a quitté le Kosovo, mais qui est toujours bien présent dans les pays voisins.
Chantal Menet. MSF Belgique en pleine réunion ce matin. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ils avaient une équipe au Kosovo depuis des mois, mais les 3 personnes ont dû quitter Pristina. Elles se sont réfugiées à Belgrade. Très clairement, il était devenu impossible de travailler, il était impossible de circuler, il était impossible d'avoir la moindre idée des problèmes que rencontrait la population là-bas. L'insécurité était évidemment très importante, le sentiment anti-étranger exacerbé. Un drame qui se joue à huis clos. Tout ce que nous voyons, ce sont ces Kosovars jetés sur les routes de l'exode. Mais là-bas, à Pristina, il n'y a plus aucun témoin. Médecins sans frontières était la dernière organisation humanitaire encore sur place. Les observateurs indépendants et les journalistes ont aussi été chassés. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il y a une tentative de génocide ou un génocide. Par contre, nous sommes absolument convaincus, d'après ce que nous racontent les réfugiés et d'après les derniers instants qu'ont vécu notre équipe à Pristina, qu'il y a des abus catastrophiques qui sont commis à l'égard de populations civiles innocentes. Une politique de terreur systématique qui fait fuir les habitants, c'est cela l'épuration ethnique. Destination privilégiée, l'Albanie. 70 000 Kosovars y ont déjà retrouvé leurs frères. Des camps de fortune ont été installés. C'est ici en Albanie que MSF et d'autres organisations humanitaires concentrent leur action. La première chose que nous voulons faire, c'est fournir un support aux familles d'accueil. Support. C'est en médicaments, ça ? D'abord en matériel d'hygiène, des choses aussi simples que du dentifrice, du shampoing, de la poudre à lessiver. Médecins sans frontières a déjà affrété un charter avec de l'aide médicale d'urgence. Un autre devrait partir dès demain matin. Le conflit du Kosovo a déjà provoqué la fuite de près de 600 000 personnes en un an. La situation s'est bien sûr aggravée depuis le début des frappes aériennes de l'OTAN. L'afflux de réfugiés ne fait que s'amplifier. Les Serbes en effet poursuivent leur opération de nettoyage ethnique. Et aujourd'hui, certains parlent même de camps de concentration. Philippe Roussel. L'OTAN montre des photos satellites de colonnes de réfugiés fuyant le Kosovo. Mais la mise en place de camps de concentration n'est pas encore démontrée, même si des indices le laissent croire. Des indices qui font état d'une sélection au sein de la population d'origine albanaise du Kosovo. Des hommes de 16 à 60 ans sont mis à part et dans certains cas sont internés ou tués tout de suite. Les forces alliées accusent pour leur part les troupes serbes de procéder à une destruction des archives du peuple kosovar. Les forces yougoslaves sont en train de détruire les archives du peuple kosovar. Les titres de propriété, les licences de mariage, les certificats de naissance, les dossiers publics et financiers sont systématiquement détruits. C'est une espèce de scénario orwellien qui tente de voler le sens du passé et de la culture de cette communauté albanaise. Les portes d'exil pour les dizaines de milliers d'Albanais du Kosovo sont l'Albanie, la Macédoine, le Monténégro, la Bosnie, la Turquie et la Bulgarie. Cet exode, c'est l'un des plus grands défis sur le plan humanitaire de cette fin du XXe siècle. Plus du quart de la population civile du Kosovo a été chassée de chez elle et aujourd'hui, 12% de la population du Monténégro est composée de réfugiés. Le gouvernement macédonien est inquiet et cherche à contrôler les flux de réfugiés. La distribution de cartes qui donnent droit à des aides humanitaires a été interrompue ce matin. Les nouveaux arrivants ne disposent plus que d'une carte de séjour pour 2 mois. Le secrétaire général de l'OTAN espère que ce conflit sera terminé le 23 avril, date du sommet de Washington, où l'on célébrera le 50e anniversaire de l'OTAN. Une semaine après le début des frappes aériennes, Ravir Solana fait un premier bilan avec Chantal Menet. C'était l'occasion en effet de faire le point une semaine après le début des frappes et surtout au lendemain de l'échec de la mission diplomatique des Russes. Alors monsieur le secrétaire général, est-ce que maintenant qu'on a joué la carte russe, qui semble être la carte la plus forte du jeu, est-ce qu'on a une autre porte de sortie, s'il en reste encore? Je crois que la seule solution à ces conflits terribles, c'est le changement de la position de Milosevic. Milosevic est le responsable de ces catastrophes humanitaires et il doit changer. Hier, M. Primakov a essayé de changer la position de M. Milosevic, il a échoué. Mais sans doute la porte sera ouverte pour une négociation, c'est en cas que le président Milosevic change la position sur le terrain en particulier.
Mais ça semble... doit arrêter les crimes, il doit arrêter les tueurs et il doit changer des manières de gérer les choses et de mettre tous les soldats et les forces de la police et retirer les choses qu'il fait à ce moment dans le terrain, oui. Oui, mais ça semble être un dialogue de sourds, parce que lui demande que vous arrêtiez d'abord les frappes, et vous demandez qu'il arrête d'abord les atrocités. Je veux dire très clairement, on ne va pas arrêter les frappes avant qu'il arrête les criminels actes qui à ce moment se déroulent sur le terrain. Oui, mais lui, depuis une semaine, il ne plie pas. Votre objectif, c'était de le faire plier, c'était aussi d'arrêter le flux des réfugiés. Une semaine après, on voit que ni l'un ni l'autre n'a réussi, que du contraire. Ça semble être un échec. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas changé votre fusil d'épaule? Non, on va continuer comme ça. On va continuer pour arrêter la tragédie humaine qui se déroule à Kosovo. Mais est-ce qu'elle n'est pas pire aujourd'hui, cette tragédie humaine? Il y a encore plus de réfugiés sur les routes de l'Exode? Je ne le crois pas. Je crois que la situation est très, très, très difficile, sans doute. Mais on doit faire les points de manière très claire que ces massacres humains étaient bien planifiés par le président Milosevic depuis quelques mois. Et que les frappes aériennes de l'OTAN ont comme objectif d'arrêter cette situation. Et on va continuer avec détermination pour éviter que la situation se déroule comme ça, oui. Mais combien de temps? C'est une histoire de jours, de semaines, de mois? Parce que est-ce que vous pouvez vous le permettre militairement et politiquement? Parce qu'il y a quand même des dissonances à la fois au sein de l'OTAN, à la fois aussi à l'intérieur des pays membres. Je ne voudrais pas dire combien de temps de manière précise. Je voudrais dire que les alliés, tous les alliés sont ralliés autour de l'action que nous avons.